Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le projet de loi sur la réforme foncière est au point mort en Afrique du Sud. Cette disposition, pourtant chère au parti au pouvoir ANC et favorable aux populations noires, vient d'être rejetée par le Parlement. Explication à suivre dans cette édition. Mobilisation de fonds pour renforcer la relance économique au Rwanda. Une enveloppe de 250 millions de dollars est prévue à cet effet afin de maintenir le taux de croissance autour de 7% dans les 4 prochaines années. Et le Tchad a recours aux nouvelles technologies pour pallier au manque de personnel médical. Une application médicale baptisée Télémédane a été élaborée par un jeune ingénieur de 23 ans pour permettre d'effectuer des consultations à distance. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a officiellement mis fin aux fonctions du Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré le 8 décembre après réception de la lettre de démission de ce dernier. Cette démission entraîne automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement d'après la loi en vigueur au Burkina Faso. Notons que ces événements surviennent après une série de manifestations populaires pour dénoncer l'incapacité des autorités à lutter contre les attaques terroristes récurrentes dans le pays. Coup dur pour l'exécutif sud-africain. Le projet de loi sur la réforme foncière, pourtant cher au président Cyril Ramaphosa, a été rejeté par le Parlement le 7 décembre. Cette disposition prévoyait l'expropriation par l'État sans indemnisation de terres détenues en majorité par les Sud-Africains blancs au profit de la majorité noire. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Le Parlement sud-africain a rejeté mardi 7 décembre le projet de loi portant sur la réforme foncière. Le projet de loi discuté au Parlement prévoyait l'expropriation par l'État sans indemnisation des terres détenues en majorité par les Blancs au profit de la majorité noire. La proposition de la modification de la Constitution n'a recueilli la majorité des 2 tiers auprès des 400 députés. Vous savez également, aujourd'hui, si on remet les terres à la majorité noire, qu'est-ce qu'elle en fera? On a déjà un exemple au Zimbabwe sous Robert Mugabe. Les terres ont été expropriées et redistribuées aux Noirs. Mais juste après, il y a un déficit de production agricole. Les Noirs n'ont pas su exploiter les terres comme il le faut. Donc, ça a impacté et le social, mais aussi l'économie. Donc, tout ça, ce sont des choses que je pense, à un moment, les députés ont pu analyser, ont pu se remémorer avant de prendre leur position. Selon les données, 72% des terres agricoles de la nation arc-en-ciel sont détenues par la minorité blanche qui représente moins de 10% de la population, tandis que la population noire possède 4% des terres alors qu'elle représente 75% du nombre total d'habitants. La posture prise actuellement par les députés permet simplement de prendre du recul, de mieux réfléchir, d'analyser la situation et de trouver une solution qui permette à tout le monde de bénéficier de manière équitable de la terre. Pour moi, je pense que le rejet est normal et il faut travailler derrière pour pouvoir sortir l'Afrique du Sud de cette question qui crée des tensions au sein de la société depuis des décennies. Toutefois, la spécialiste en droit foncier au sein du groupe de la défense légale Ressources Centre, William Wikamb, a fait savoir que le chapitre est loin d'être clos. Dans ce sens, le ministre de la Justice, Ronald Lamola, a martelé travailler pour que les habitants de son pays aient un accès équitable à la terre, car les modèles inégaux et biaisés en matière de propriété foncière ne peuvent plus durer. Plusieurs centaines de décideurs africains et internationaux étaient réunis à Dakar les 6 et 7 décembre dans le cadre du forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème de cette année était les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. La reconstruction durable ainsi que la mutualisation des efforts ont occupé une place importante dans les débats. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Sécurité et émergence, l'un des thèmes majeurs qui a fait l'objet de discussions du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les débats ont tourné autour de l'amélioration de la sécurité et le financement des dynamiques de paix et de reconstruction durable. Selon les experts, toujours unanimes, une mutualisation des forces est nécessaire. Cette crise doit être perçue sous l'angle régional parce qu'aucun pays, aucun espace seul ne peut y faire face.
Nous avons besoin de mener deux actions simultanément. Il faut renforcer l'outil de défense et de sécurité pour mettre la pression pour conquérir plus d'espace. Maintenant, l'aspect sécuritaire étant ce qu'il est, il faudrait qu'on ait une vision plutôt qui englobe la paix, la sécurité et le développement. D'où la question du développement durable. Et pour cela, également, on a besoin d'investissement. Le maintien de la paix dans la bande sahélo-saharienne, dans le golfe de Guinée et en Libye ont retenu particulièrement l'attention des experts. Concernant la Libye, on note une évolution notable vers la résolution de la crise, selon le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Gakosso. Ce dont la Libye a le plus grand besoin aujourd'hui, c'est effectivement la réconciliation. Je crois qu'il y a trop de rancœurs accumulées en Libye. Il faut que les Libyens apprennent à se tolérer réciproquement, à se pardonner, à transcender les rancœurs et à s'éloigner de la rancune. Au sortir des débats, les recommandations ont porté essentiellement sur l'accroissement des moyens financiers pour équiper et former les armées nationales, la mise en place des politiques de développement et le rétablissement de l'État dans les zones en proie aux attaques. Et ce, en vue de favoriser surtout le retour des personnes déplacées. Également dans l'actualité, les affrontements intercommunautaires perpétrés à l'extrême nord du Cameroun le 5 décembre ont engendré la fuite de plus de 30 000 Camerounais vers le Tchad voisin. C'est l'annonce faite ce mercredi 8 décembre par le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Selon les autorités administratives, les affrontements entre les communautés arabes Shoa, principalement constituées d'éleveurs, et Mousgoum, composées de pêcheurs et d'agriculteurs, ont également fait des dizaines de morts ainsi que d'importants dégâts matériels. Au Rwanda, les autorités prévoient de bonnes performances dans les secteurs économiques du pays pour les 4 prochaines années. C'est dans ce contexte que l'exécutif rwandais a mis en place des mesures fortes telles que la mobilisation de 250 millions de dollars pour renforcer les fonds de relance économique existants. C'est un sujet de Marie-Raphaël Antolo. Au Rwanda, le produit intérieur brut passe de 5,1% à 10,2% en novembre 2021. Une amélioration due aux nombreuses mesures mises en place par l'exécutif rwandais pour contenir l'impact de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Ainsi, avec ces efforts, les autorités projettent des éventuelles croissances de 7,2% en 2022, de 7,9% en 2023, 7,5% en 2024 et 7,5% en 2025. Je dirais que les éléments qui contribuent à cette croissance après la crise de 2020, le pays a mis en place un fonds de relance économique. Ce fonds, à la première année, c'était un fonds qui était plus ou moins destiné à épauler les entreprises pour ne pas fermer les portes. D'après le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, les mesures de relance économique portent sur le renforcement du secteur de la santé pour gérer la pandémie et renforcer la résilience aux futures pandémies, le soutien au secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire et la création d'un fonds de soutien au secteur privé les plus touchés par la pandémie. La relance économique est plus accélérée par les différents projets d'infrastructure que le gouvernement rwandais a mis en place. D'ailleurs, c'était des projets qui existaient depuis avant 2020. Toutefois, bien que des mesures soient en vigueur pour assurer l'épanouissement de l'économie du Rwanda, il sera indispensable pour le pays de réaliser de bonnes performances dans les filières économiques telles que l'agriculture, le secteur industriel, soutenu par le secteur minier et la reprise des activités de construction, selon le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique. Par ailleurs, l'accélération de la campagne de vaccination, la fabrication nationale de vaccins et le renforcement de la résilience du secteur de la santé reste une priorité pour le pays.
La capitale sénégalaise Dakar s'inscrit dans une logique de développement durable. Dynamique et moderne, Dakar ambitionne de refléter pleinement l'ouverture sur le monde que propose le Sénégal, véritable carrefour en Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, 40 milliards de francs CFA sont investis chaque année. Les explications d'Aïssatou Bari. Dakar se veut une ville moderne et ouverte au monde. La capitale sénégalaise ne lésine pas sur les moyens pour atteindre cet objectif avec un budget annuel qui dépasse les 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. La mairie de Dakar a pour objectif d'améliorer le cadre et la qualité de vie avec d'importants programmes qui sont en cours d'exécution dans la ville. Quand on parle de Dakar, on veut être dans Dakar, dans la ville de Dakar. C'est pourquoi des infrastructures sont prévues. Il y a des hôtels qui sont en train d'être construits, mais en ce qui concerne la mobilité, le programme de la ville de Dakar, par exemple, nous allons démarrer incessamment la voirie dans tous les quartiers de la ville de Dakar. L'éclairage public aussi, vraiment, nous avons atteint plus de 50 000 à 60 000 points lumineux. Et c'est du LED. Pourquoi le LED? Parce que le LED va nous permettre d'économiser l'énergie. Les projets de développement et d'innovation entamés dans la ville de Dakar vont à terme mobiliser 2600 jeunes rémunérés et constituer un puissant levier de génération d'emplois et d'autopromotion. Avec la tenue prochaine du Forum international de la paix, du Forum mondial de l'eau en mars 2022, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, Dakar s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc ce sont des projets qui sont en train d'être réalisés pour que Dakar, qui va recevoir le monde, puisse être une ville moderne, une ville où l'on puisse circuler. Parce que le programme de la ville de Dakar aussi, c'est Dakar ville propre et ville verte. Nous avons même aussi un projet de PCET, ça veut dire Plan Climat Énergie Territorial, vraiment pour avoir un environnement sain sans être pollué, je veux dire. Le développement du sport est également au centre des préoccupations des autorités de la ville qui a accueilli récemment la 3e édition du marathon EFH de Dakar. Une occasion de découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville, tel que la mosquée de la divinité ou encore le monument de la Renaissance. Recourir aux nouvelles technologies pour pallier au manque de personnel médical. C'est l'option proposée par Abakar Mahamat, un jeune ingénieur tchadien de 23 ans, à l'origine d'une borne médicale tactile baptisée Télémédane, un outil médical connecté qui permet d'effectuer des consultations à distance. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie. Le jeune ingénieur Abakar Mahamat a inventé un outil de consultation et de suivi médical à distance dénommé Télémédane. Cet outil est une borne médicale tactile dotée d'un logiciel et d'un kit d'objets médicaux, le tout connecté à Internet. Une invention qui permet aux patients d'avoir accès à un spécialiste de santé pour une consultation sur toute l'étendue du territoire national et bénéficier d'un suivi médical. Nos concitoyens qui seront en province n'auront plus l'obligation de faire le déplacement jusqu'en ville pour rencontrer soit un cardiologue, un pneumologue ou un infectiologue. La borne qui sera installée dans les provinces ou même dans les hôpitaux en ville vont pouvoir mettre en contact le médecin et le patient via Internet en visioconférence. Le Télémédane est une contribution du jeune ingénieur de 23 ans pour limiter les déplacements des personnes souffrant de maladies qui nécessitent des suivis médicaux réguliers en cette période de Covid-19. L'outil permet d'aboutir à un diagnostic puis à une ordonnance médicale rédigée à distance par le médecin et qui pourra être imprimée via la borne par le patient. Nous avons plusieurs solutions de télémédecine qui sont déjà existantes, c'est-à-dire des sites web ou des applications qui permettent de prendre des rendez-vous entre le patient et le médecin. Mais qu'est-ce qui se passe si le médecin a par exemple besoin d'avoir la température corporelle du patient ou d'avoir le taux de saturation d'oxygène dans son sang? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là où Télémédane intervient. Télémédane en effet a des objets médicaux connectés qui pourront recueillir ces données-là et les envoyer au patient, au médecin qui pourra lui faire un diagnostic efficace.
Le jeune Abakar Mahamat n'est pas à sa première invention. Il a commencé dans l'entrepreneuriat avec Kalakuka Games, un studio de développement de jeux mobiles pour Android, et pendant la pandémie de Covid-19, il invente Box Nadif, une cabine de désinfection corporelle automatique fonctionnant à l'énergie solaire. Des efforts qui lui ont valu le prix de la meilleure plateforme numérique en 2019, décerné par le maréchal Idriss Déby Itno, l'ancien président du Tchad. Dans le reste de l'actualité, le continent africain a été brillamment représenté au concours de beauté mondial qui se déroule actuellement à Porto Rico. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a été élue le 4 décembre Miss Top Model à la 70e édition du concours Miss Monde, ce qui lui vaut d'être directement qualifiée pour la demi-finale du concours Miss Monde, prévue le 16 décembre prochain. Notons que la Miss Cameroun, Miss Audrey Monkam, est arrivée deuxième de ce concours Miss Top Model. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.